Le couteau trancha l'air avec un sifflement sec, effleurant la joue d'Hugo, laissant une fine ligne rouge qui perla comme une larme de sang. « Tu n'es plus mon fils, sale inverti. Sors de cette maison avant que je ne te tue pour de bon, » hurla le père, les yeux injectés de fureur, son ombre massive projetée par la lumière vacillante du feu de cheminée sur les murs tapissés de portraits ancestraux. Dans le silence qui suivit, Hugo, 16 ans à peine, serra la main d'Arthur contre la sienne, leurs doigts entrelacés comme un serment muet face à l'abîme qui s'ouvrait sous leurs pieds. Paris, 1985. La ville des Lumières semblait alors un labyrinthe de ténèbres pour les amants maudits. Hugo tituba dans la nuit pluvieuse, le goût métallique du sang sur les lèvres, tandis qu'Arthur le traînait par le bras le long des ruelles étroites du Marais. Les pavés glissants trahissaient leurs pas précipités, et chaque éclaboussure d'eau semblait un reproche du ciel. « On va s'en sortir, Hugo. On va s'en sortir ensemble », murmurait Arthur, sa voix brisée par le vent, mais Hugo ne pouvait détacher son regard de la maison familiale qui rapetissait derrière eux, silhouette sombre contre le ciel orageux. À 16 ans, il avait perdu son monde en une nuit, son père, industriel prospère dans le textile, l'avait surpris dans les bras d'Arthur, ce garçon aux yeux verts et aux boucles folles rencontré lors d'une manifestation pour les droits des homosexuels, un an plus tôt. Leur amour, naissant et pur, n'avait été qu'un feu de paille pour le patriarche, un scandale qui menaçait l'honneur des Lemaire. Ils s'effondrèrent sous un porche, essoufflés, et Arthur pressa ses lèvres contre celles d'Hugo, un baiser fiévreux, désespéré, comme pour sceller un pacte contre l'oubli. « Je t'aime, Arthur. » Plus que tout, souffla Hugo, mais déjà une fissure se dessinait dans son cœur, la peur, viscérale, de l'exil. Arthur, orphelin depuis l'enfance, avait appris à survivre dans les bas-fonds de la ville, dormant dans des squats avec d'autres parias, vendant des journaux militants pour un bout de pain. Hugo, lui, avait grandi dans l'opulence feutrée d'un hôtel particulier du 7e arrondissement, bercé par les récits de gloire napoléonienne et les dîners où l'on disséquait les mœurs avec une hypocrisie raffinée. Leur union était un pont fragile entre deux mondes, et cette nuit-là, le pont s'effondra. Les jours suivants furent un tourbillon de survie brute. Arthur trouva refuge chez un oncle excentrique, un artiste raté qui vivait dans un atelier encombré de toiles inachevées près de Montmartre. Hugo, dépouillé de tout, dormit sur un matelas crasseux, écoutant les ronflements d'Arthur et les murmures des amants clandestins qui venaient y chercher l'oubli. Ils s'aimaient avec une intensité qui confinait à la folie, des nuits passées à explorer leur corps sous les couvertures usées, des matins où Hugo dessinait le profil d'Arthur à la mine de crayon volé, capturant la courbe de sa mâchoire, la fossette au menton qui le faisait ressembler à un faune espiègle. Mais la faim rongeait leur idylle. Hugo, fier, refusait l'aumône, Arthur, pragmatique, proposait des combines hasardeuses, voler des fruits aux halles, mendier dans le métro. Une dispute éclata un soir, après qu'Arthur eût été tabassé par des skinheads près de la Bastille. « Tu ne comprends rien. Ce monde nous hait, Hugo. On doit se battre, pas rêver, » cria Arthur, un œil tuméfié. Hugo, larmes aux yeux, rétorqua, « Et si on fuyait ? Vers l'Amérique, comme dans ces films où l'amour triomphe ?» Arthur rit, amer, « L'Amérique ? C'est un mirage pour les blancs riches comme toi. Ici, en France, on est déjà des fantômes. » Pourtant, l'amour les liait comme une chaîne invisible. Ils se promenaient le long de la Seine, main dans la main quand la nuit les protégeait, échangeant des promesses chuchotées sous les arches des ponts. Arthur parlait de révolution, de lendemain qui chante ou les PD homos qu'il assumait avec des filles où pourraient marcher la tête haute. Hugo, plus romantique, rêvait de villas en Provence, de vignes où ils élèveraient des enfants adoptés, un foyer contre le chaos. Mais la réalité les rattrapa vite. Une lettre arriva, cachetée du sceau familial, le père d'Hugo offrait une somme modeste pour qu'il disparaisse, à condition de signer un papier renonçant à tout héritage et jurant le silence. « C'est de l'argent du sang », cracha Hugo en la déchirant, mais Arthur le ramassa, les yeux brillants. « Prends-le. Achète-nous un billet pour Marseille. De là, on embarque pour l'Afrique du Nord, ou l'Espagne. N'importe où, mais ensemble. » Le voyage fut un calvaire. Dans le train bondé, ils se serraient sur un banc dur, évitant les regards suspicieux des voyageurs. À Marseille, le port grouillait de marins et de contrebandiers, l'air salin portait l'odeur de la liberté précaire. Ils montèrent à bord d'un cargo grec, direction Alger, payant leur passage avec l'argent maudit. Les nuits en mer furent magiques, allongés sur le pont, sous un ciel étoilé, ils faisaient l'amour avec la mer pour témoin, leurs corps enlacés dans le roulis des vagues. « Tu es mon horizon, Arthur », murmurait Hugo, et Arthur répondait d'un baiser, effaçant les cicatrices de la peur.
Mais Alger n'était pas le paradis. La ville, vibrante et chaotique, les rejeta comme des intrus. Les mosquées imposantes rappelaient à Hugo les cathédrales parisiennes qu'il avait autrefois réconfortées, les souks, labyrinthiques, abritaient des amours furtives mais punis par la loi. Ils trouvèrent du travail comme ouvriers dans une usine de cuir, des journées harassantes où la poussière collait à leur peau. Le soir, épuisés, ils se réfugiaient dans une chambre exiguë, où l'amour devenait leur unique oxygène. Pourtant, les murmures de jalousie s'insinuèrent, Arthur, charismatique, attirait les regards des jeunes apprentis, Hugo, jaloux, accusait des trahisons imaginaires. « Tu me regardes comme si j'étais déjà perdu », se plaignit Arthur un soir, après une énième querelle. Hugo, en larmes, c'est parce que je sais que ce monde nous arrachera l'un à l'autre. La trahison vint comme un coup de poignard inattendu. Un matin, en rentrant tôt de l'usine, Hugo surprit Arthur dans les bras d'un docker robuste, leurs corps nus entrelacés sur le lit défait. Le temps s'arrêta, le cœur d'Hugo se brisa en un million d'éclats. « Pourquoi » balbutia-t-il, la voix rauque. Arthur, paniqué, se rhabilla à la hâte, c'était rien, Hugo. Juste. La solitude, la faim. Je t'aime, toi. Mais les mots sonnaient faux, écho d'une faiblesse qu'Hugo ne pouvait pardonner. Aveuglé par la douleur, il prit un train pour Oran, seul, laissant derrière lui l'homme qui avait été son salut et sa damnation. Les années suivantes furent un exil intérieur. Hugo erra à travers l'Algérie, puis revint en France en 1990, changé, endurci. Paris l'accueillit comme une amante infidèle, les rues du Marais s'étaient métamorphosées, avec des bars gays ouverts au grand jour, des fiertés arc-en-ciel qui clamaient ce qu'il avait autrefois murmuré. Mais pour lui, l'amour était mort. Il rencontra Claire lors d'un vernissage, une galeriste aux cheveux roux et au sourire complice, hétérosexuelle assumée mais ouverte d'esprit. Leur mariage en 1992 fut une façade pragmatique, elle savait pour Arthur, pour la cicatrice sur sa joue, et l'acceptait comme un chapitre clos. Ensemble, ils bâtirent une vie respectable, une galerie d'art dans le VE arrondissement, des dîners avec des intellectuels, et en 1995, la naissance de leur fils, Louis. Louis grandit dans l'ombre discrète des secrets paternels. Cheveux châtains comme ceux d'Hugo, yeux verts hérités d'un fantôme qu'il ne connaissait pas, il fut élevé dans l'amour mesuré de ses parents, Claire, volubile et protectrice, Hugo, taciturne, enseignant l'histoire de l'art avec une passion contenue. L'amour, fiston, c'est comme une toile, il faut savoir quand la laisser inachevée, lui disait Hugo lors de leur promenade au Louvre, évitant tout regard trop profond. Louis, curieux et sensible, dévorait les livres sur la Révolution française, imaginant des amours interdites sous les guillotines. À 16 ans, en 2011, il sentit les premiers frissons, un baiser volé avec un camarade de classe lors d'une fête, un trouble qui le fit fouiller dans les tiroirs de son père. C'est ainsi qu'il trouva la lettre déchirée, jaunie, et incarnée aux pages noircies de dessins, le profil d'un jeune homme aux boucles folles, légendé Arthur, mon amour perdu. Le choc fut électrique. Louis confronta Hugo un soir d'hiver, la neige tombant doucement sur les toits de Paris. « Papa, qui est cet homme? Pourquoi as-tu été chassé ?» Hugo, blême, s'effondra dans un fauteuil, racontant pour la première fois l'histoire entière, la nuit du couteau, la fuite, la trahison à Alger, le retour brisé. « J'ai aimé un garçon, Louis. Et pour ça, j'ai tout perdu. Mais toi, tu peux être libre. » Les larmes coulaient, libérant des décennies de silence. Louis, ému, serra son père dans ses bras, « Je t'aime, papa. Et je suis comme toi. » Cette révélation planta une graine. Louis, étudiant en littérature à la Sorbonne, commença à chercher. Les réseaux sociaux, naissants, lui permirent de tracer Arthur, devenu galeriste renommé à Lyon, marié à une femme pour la forme, père d'une fille, mais chuchotant dans les cercles underground son regret éternel pour Hugo Lemaire. Une rencontre fut arrangée, discrète, lors d'une exposition à Paris en 2013. Louis, 20 ans, se présenta à Arthur comme le fils de quelqu'un que vous avez connu. Les yeux d'Arthur s'écarquillèrent, « Hugo ? Il est ?» Louis hocha la tête, vivant. « Et il m'envoie pour clore un chapitre. » Mais ce qui devait être une réconciliation devint un tourbillon. Arthur, la cinquantaine élégante, cheveux poivre et sel, exsudait un charisme magnétique. Leurs conversations, initialement sur l'art et les souvenirs, glissèrent vers l'intime. « Ton père était un feu d'artifice, Louis. Il m'a appris à rêver », confia Arthur lors d'un dîner arrosé de vin de Bourgogne. Louis, fasciné,
sentit une étincelle, non pas paternelle, mais désirante. La nuit suivante, dans l'hôtel où logeait Arthur, leurs lèvres se frôlèrent un baiser hésitant, puis vorace, chargé de l'interdit. « C'est mal, » murmura Louis, mais Arthur répondit, « L'amour n'est jamais mal. Il efface les ombres. » Le baiser s'étira comme un fil tendu entre le passé et le présent, un pont que Louis n'avait pas vu se construire. Arthur, les mains tremblantes, recula le premier, le souffle court. « Non, Louis. Pas comme ça. Tu es son sang, son ombre. » Ce serait trahir Hugo 2 fois. Mais les mots sonnaient creux, écho d'une faiblesse ancienne. Louis, le cœur battant, insista, « Papa m'a tout raconté. La trahison à Alger, la douleur. Mais il a pardonné, Arthur. Il veut que je te dise, va, vis. Oublie-moi si tu le dois. » Arthur ferma les yeux, une larme glissant sur sa joue burinée. Oublier? J'ai essayé. J'ai épousé Élise pour me fondre dans le moule, pour élever ma fille sans scandale. Mais Hugo. Il est tatoué en moi, comme une cicatrice qui palpite. Ils passèrent la nuit à parler, allongés sur le lit sans se toucher, les lumières de Paris filtrant à travers les rideaux. Arthur raconta sa vie post-Hugo, le retour en France en 1987, rongé par la culpabilité, s'engageant dans le milieu artistique pour exorciser ses démons. Il avait ouvert une galerie à Lyon, exposant des photographes qui capturaient l'âme queer de la France post-sida aux ces années noires où le virus avait fauché tant d'amis, rappel cruel de leur vulnérabilité. J'ai survécu, Louis. Mais j'ai effacé Hugo de ma mémoire publique. Pas par haine, par survie. Ton père mérite mieux que d'être un fantôme. Louis écoutait, hypnotisé, voyant en Arthur non l'ennemi de son père, mais un homme brisé par les mêmes chaînes. Au lever du soleil, ils s'embrassèrent à nouveau, plus doucement, comme une promesse fragile. De retour à Paris, Louis garda le secret. Sa vie estudiantine prit une teinte nouvelle, les cours sur Proust et son à la recherche du temps perdu résonnaient comme un écho personnel, les manifestations pour le mariage pour tous, en 2013, le firent défiler avec une ferveur inédite, banderole arc-en-ciel en main. Hugo et Claire remarquèrent son éclat, sa distraction rêveuse. « Tu as l'air amoureux, fiston », taquina Claire lors d'un brunch dominical, ses yeux pétillants derrière ses lunettes cerclées d'écailles. Louis rougit, balbutia une excuse sur un crush hétéro. Hugo, silencieux, l'observa avec une tendresse mêlée d'inquiétude. Il avait vu les signes chez son propre fils, la sensibilité aux beautés masculines dans les tableaux du Louvre, les regards volés au modèle lors des cours de dessin. « Protège-toi, Louis », lui dit-il un soir, en lui tendant un vieux carnet. « L'amour est beau, mais il peut te chasser du nid. » Pourtant, Louis ne pouvait résister. Il prit le TGV pour Lyon 2 semaines plus tard, prétextant une recherche universitaire. Arthur l'attendait à la gare, un bouquet de roses thé à la main, clin d'œil ironique à leur innocence perdue. Leur week-end fut un feu d'artifice sensuel, promenade dans les traboules lyonnaises, dîner aux chandelles où ils disséquaient Gide et son lit moraliste, nuit où leurs corps s'entremêlaient avec une urgence poétique. Arthur, expérimenté, guidait Louis avec une douceur infinie, murmurant des poèmes de Verlaine contre sa peau. Tu es la renaissance de lui, mais en plus doux, plus fort, avouait-il, et Louis se perdait dans ses mots, oubliant la trahison originelle. Mais au fond de lui, une voix murmurait, et si c'était une boucle maudite? Le conflit surgit inévitablement. Élise, l'épouse d'Arthur, flairait le mensonge. Femme intuitive, ancienne avocate reconvertie en mécène, elle avait épousé Arthur en 1995 pour des raisons pratiques, une alliance sociale, une façade pour leur fille Camille, aujourd'hui adolescente rebelle. Mais leur mariage était un contrat vide, ponctué de silences complices. « Qui est ce collègue de Paris qui t'appelle la nuit ?» demanda-t-elle un soir, lors d'un dîner familial tendu. Arthur, pris au dépourvu, inventa une excuse maladroite. Élise, blessée dans sa fierté, fouilla son téléphone et découvrit les messages enflammés, « Ton baiser efface mes peurs », signé Louis. La confrontation fut violente, dans le salon aux murs couverts de toiles abstraites. Un gamin? Et pas n'importe lequel, le fils de ton grand amour? Tu me prends pour une idiote, Arthur, hurla-t-elle, un verre de vin à la main, éclaboussant le tapis persan. Arthur, acculé, avoua tout, la rencontre, l'attraction irrésistible, le sentiment de boucler une boucle karmique. C'est plus fort que moi, Élise. Louis. Il est Hugo revenu pour me hanter. Élise ne cria pas plus, elle pleura, un chagrin muet qui brisa Arthur. Pars,
alors. Mais emporte ton chaos avec toi. Camille et moi, on mérite mieux que tes fantômes. Arthur quitta la maison ce soir-là, un sac à dos sur l'épaule, direction Paris. Il s'installa dans un hôtel modeste près de la gare de Lyon, écrivant à Louis une lettre fiévreuse, « Viens. Ou reste loin. Mais décide, car je t'aime comme un fou. » Louis, déchiré, confia tout à son journal intime, page noircie de doute. Était-ce de l'amour, ou une vengeance inconsciente pour son père? Il prit le train, le cœur lourd, et trouva Arthur prostré sur le lit, une bouteille de Calva à moitié vide. « J'ai tout perdu à nouveau », gémit Arthur. Louis le serra contre lui, « Non. Tu m'as trouvé. » Leur idylle parisienne fut un tourbillon de passion et de tourments. Ils louèrent un petit appartement dans le Marais, quartier chargé d'histoire pour Arthur là où tout avait commencé. Les journées étaient remplies de découvertes, visites au centre Pompidou, où Louis étudiait l'art queer contemporain, soirées dans des bars comme le Cox, où il dansait collé serré sous les stroboscopes, défiant les regards. Mais la nuit, les cauchemars venaient, Arthur revivait la trahison d'Alger, se réveillant en sueur, accusant Louis d'être un mirage. « Et si je te brisais, comme j'ai brisé ton père » murmurait-il. Louis, patient, répondait par des caresses, « Tu n'es pas ce monstre. Tu es l'homme qui m'apprend à aimer sans peur. » Hugo, de son côté, sentait le vent tourner. Claire, toujours à l'affût, remarqua les absences prolongées de Louis, ses yeux cernés, son téléphone vibrant constamment. « C'est Arthur, n'est-ce pas » demanda-t-elle un après-midi, en rangeant des catalogues dans la galerie. Hugo, feignant l'ignorance, blêmit. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Claire, direct, j'ai vu un email sur l'ordinateur de Louis. Une réservation pour Lyon. Et ton visage, chérie, trahit tout. La révélation fut un coup de tonnerre. Hugo, assis sur le canapé du salon, revécut la douleur d'Alger en accéléré, la silhouette d'Arthur avec l'autre, le train qui l'emportait vers l'inconnu. Mon propre fils? Avec l'homme qui m'a effacé? Sa voix se brisa, un mélange de jalousie irrationnelle et de peur protectrice. Claire posa une main sur son épaule, laisse-les. C'est leur histoire, Hugo. La tienne s'est refermée, la sienne s'ouvre. Pourtant, le destin ourdit sa toile. Camille, la fille d'Arthur, 16 ans et furieuse, traqua son père jusqu'à Paris. Rebelle comme sa mère, tatouée de roses épineuses, elle débarqua à l'appartement un soir d'orage, poing serré. « Papa, qu'est-ce que tu fous? Maman pleure toutes les nuits, et toi, tu joues les amants avec un gosse ?» Louis, surpris en train de cuisiner un coq au vin, se figea. Arthur tenta d'apaiser, « Camille, c'est compliqué. » Louis. Il est spécial. Mais Camille, blessée, cracha, « Spécial? C'est le fils de l'homme que tu as largué comme une merde. J'ai fouillé tes vieux journaux, papa. Hugo le maire, ton grand regret. Et maintenant, tu baises son rejeton? C'est pathétique. » Les mots fusèrent comme des flèches, Louis, humilié, s'enfuit dans la chambre, tandis qu'Arthur consolait sa fille, promettant un retour à Lyon pour régler les choses. Le lendemain, Louis affronta Arthur, « Est-ce que je suis juste un palliatif? Un moyen d'effacer ta culpabilité? » Arthur, les yeux rougis, jura non, tu es toi, Louis. Ma lumière inattendue. Mais le doute s'était insinué, poison lent. Louis rentra chez ses parents, prétextant des examens, et confia tout à Hugo lors d'une promenade nocturne le long de la Seine. « Papa, je l'aime. Mais... Et toi? Ça te fait mal ?» Hugo s'arrêta sous un réverbère, la pluie fine perlant sur son manteau. « Ça fait mal, oui. Mais l'amour n'est pas une possession, fiston. Si Arthur t'apporte la joie que je lui ai donnée, alors embrasse-la. Juste. Protège ton cœur. » Ils s'étreignirent, père et fils, un lien forgé dans le feu des silences. Pourtant, le chaos traoguettait. Élise, déterminée à reconquérir sa famille, engagea un détective privé. Les photos arrivèrent, Arthur et Louis enlacés sur un banc du Luxembourg, riant aux éclats. Fou de rage, elle contacta Hugo, anonymement d'abord, puis en personne. La rencontre eut lieu dans la galerie de Claire, un après-midi gris de novembre 2014. Élise, élégante dans un tailleur Chanel, posa les clichés sur le comptoir, « Votre fils couche avec mon mari. Et vous, monsieur le maire, vous étiez son premier amour. N'est-ce pas ironique ?» Hugo, pâle,
reconnut la femme sur une vieille photo d'Arthur. Claire, interloquée, intervint, « Que attendez-vous de nous ?» Élise, voix tremblante, « La fin de ce cirque. Dites à votre fils de lâcher mon mari, ou je rends tout public. Scandale dans les milieux artistiques, ça ruinerait nos vies. » Hugo refusa de céder. Ce soir-là, il appela Arthur, voix froide après des décennies, « Viens me voir. » Seul. La rencontre se déroula dans un café obscur de Montparnasse, lieu chargé de souvenirs pour eux deux. Arthur arriva, vieilli mais toujours beau, et s'assit face à Hugo, le temps suspendu. « Louis m'a tout dit », commença Hugo, les mains crispées sur sa tasse. « Tu l'aimes ?» Arthur hocha la tête, humble, « Oui. Comme je t'ai aimé, mais différemment. Il est pur, Hugo. Il guérit mes blessures. » Hugo, la gorge nouée, revit la chambre d'Alger, « Tu m'as trahi, Arthur. Et maintenant, tu trahis sa mère, sa fille. Es-tu condamné à détruire ?» Les larmes coulèrent, Arthur tendit la main, mais Hugo la repoussa. « Pour Louis, je te pardonne. Mais pars. Laisse-le choisir sa voie sans ton ombre. » Arthur obéit, le cœur en lambeaux. Il rentra à Lyon, renouant avec Élise dans une trêve fragile, tandis que Louis, dévasté par la séparation, sombra dans une mélancolie noire. Les mois suivants furent un hiver intérieur, Louis abandonna ses cours, errait dans Paris comme un spectre, écrivant des lettres à Arthur qu'il ne postait pas. Hugo et Claire le veillèrent, l'emmenant en Provence pour un séjour curatif, parmi les lavandes et les cyprès. « L'amour vrai ne fuit pas », lui dit Hugo un soir, sous un ciel étoilé. Il affronte les tempêtes. Inspiré, Louis décida de confronter Élise. Il prit le train pour Lyon, seul, et se présenta à leur porte, résolu. La porte de la villa lyonnaise s'ouvrit sur Élise, surprise mais composée, ses cheveux relevés en chignon impeccable. « Louis le maire, je présume, » dit-elle d'une voix mesurée, comme si elle s'adressait à un client difficile. Derrière elle, Camille lorgnait avec curiosité, tandis qu'Arthur, alerté par le bruit, surgit du salon, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu fais là ?» balbutia-t-il, mais Louis, droit comme une lame, entra sans invitation. « Je viens pour parler. Pas pour supplier, mais pour clarifier. Élise, vous avez raison, c'est un cirque. Mais l'amour n'est pas un spectacle, c'est une vérité brute. » Élise croisa les bras, sceptique, « La vérité ? Mon mari a quitté notre lit pour un garçon de 20 ans. Et ce garçon est le fils de son ex-amant. C'est une farce grecque, pas une vérité. » La confrontation s'étira dans le salon aux meubles anciens, un feu crépitant dans la cheminée jetant des ombres dansantes. Louis, assis en face d'Élise, raconta leur histoire sans phare, la découverte du carnet d'Hugo, la rencontre fortuite, l'attraction magnétique qui avait effacé les frontières. « Arthur n'est pas un prédateur. Il est un homme qui a aimé mon père jadis, et qui m'aime maintenant pour ce que je suis, pas pour un fantôme. » Camille, adossée au mur, intervint avec l'âpreté de l'adolescence, « Et nous, alors ? Papa nous a largués pour son trip nostalgique. Maman mérite un mari entier, pas un zombie obsédé par le passé. » Arthur, silencieux jusque-là, prit la parole, voix rauque, « J'ai merdé, Camille. Avec ta mère, avec Hugo, et maintenant avec Louis. Mais l'amour queer, c'est comme ça, il te hante, il te reconstruit. Je ne veux pas vous perdre, mais je ne peux pas nier mon cœur. » Élise écouta, les lèvres pincées, puis posa une question qui transperça l'air, « Et Hugo ? Il sait ? Il approuve que son fils reprenne les miettes de son histoire ?» Louis hésita, puis avoua la rencontre au café, les mots de pardon d'Hugo. « Il m'a dit, protège ton cœur. Pas, fuis. » Un silence pesant s'installa, rompu par Élise qui se leva, versant du thé dans des tasses de porcelaine. « Très bien. Restez à dîner. On va voir si cet amour supporte une soirée en famille. » Le repas fut un chant de mine, discussion polie sur l'art, rire forcé aux anecdotes de Camille sur son lycée, mais sous la table, les pieds d'Arthur et de Louis se frôlaient, étincelles secrètes. Élise observait, calculatrice, au dessert, elle lâcha, « Si tu restes, Arthur, c'est open. Pas de mensonges, pas de nuit volée. Louis, tu es le bienvenu, mais comme un ami, pas un amant caché. » Arthur accepta, soulagé, Louis, amer, hocha la tête, mais intérieurement, la graine de la rébellion germait. De retour à Paris, Louis bouillonnait. « C'est une prison dorée. Elle nous tolère, mais nous étouffe,
confia-t-il à Hugo lors d'une séance de thérapie familiale improvisée. Hugo, qui avait entamé une correspondance épistolaire avec Arthur aux lettres scellées de cire, comme au XVIIIe siècle, sourit tristement, l'amour exige des compromis, fiston. Ton Arthur a une famille, toi, la tienne. Trouver un équilibre, ou il s'effondrera. Inspiré, Louis proposa à Arthur un pacte, des week-ends alternés, Lyon-Paris, et des soirées solo pour cultiver leur indépendance. Arthur accepta, et leur relation fleurit dans cette liberté contrainte, des escapades à la campagne, où il cueillait des mûres et faisait l'amour dans l'herbe haute, des appels vidéo nocturnes, où Arthur lisait du Rimbaud à Louis, voix veloutée traversant les ondes. Mais le destin, cruel artisan, tissa un nouveau fil. En 2015, lors de la marche des fiertés à Paris, Louis et Arthur défilèrent main dans la main, pour la première fois publiquement. La foule hurlait « Amour pour tous », les confettis arc-en-ciel pleuvant comme une bénédiction. Hugo et Claire les rejoignirent, un moment de grâce familiale, Hugo serra Arthur dans ses bras, un pardon muet scellé par un regard. « Merci de l'aimer comme je n'ai pas su », murmura Hugo. Arthur, ému, c'est lui qui m'a sauvé, cette fois. Élise et Camille, absentes mais informées, envoyèrent un message, « Fier de toi, papa. Sois heureux. » L'euphorie fut de courte durée. Le cancer frappa sans prévenir. Élise, diagnostiquée d'un lymphome agressif en automne 2015, lutta avec une dignité farouche. Arthur, déchiré, veilla à son chevet, tandis que Louis, à distance, envoyait des bouquets et des mots d'encouragement. « C'est le test ultime », écrivit-il dans un journal partagé en ligne. Mais la maladie révéla les fissures, Arthur, épuisé, annula des rendez-vous, Louis, jaloux de cette intimité retrouvée, accusa « Tu retournes vers elle, hein ?» Comme à Alger. Arthur, las, c'est la vie, Louis. Pas un roman. La distance s'accrut, les appels se raréfièrent. Camille, devenue infirmière en herbe, confia à Louis par message, « Papa souffre. Maman s'en va, et il se perd. » Hugo, sentant le vent mauvais, invita Arthur à Paris pour un week-end réparateur. Ils se promenèrent comme deux vieux amants, le long des boulevards haussmanniens, évoquant les années perdues. « Louis t'aime follement, Arthur. » « Ne le blesse pas comme moi, » dit Hugo, voix grave. Arthur, brisé, je ne sais plus qui je suis. Avec Élise, c'est le devoir, avec Louis, la passion. Et toi? Tu es le regret éternel. Hugo posa une main sur son épaule, choisis la vie. Pas la sécurité. Ces mots germèrent. Quand Élise s'éteignit en janvier 2016, entouré des siens, Arthur hérita non seulement de la villa, mais d'une liberté qu'il n'avait pas anticipée. Lors de l'enterrement, sous une pluie battante, il serra Louis contre lui, « Je suis à toi. » Complètement. Leur amour renaquit, plus mature, ancré dans le deuil. Ils emménagèrent ensemble à Paris, Arthur fermant sa galerie lyonnaise pour rejoindre celle de Claire. Camille, orpheline de mère, vint souvent, forgeant un lien sororal avec Louis. La vie s'organisa, matin paresseux avec café et croissant, après-midi à peindre nus l'un de l'autre, soirée à débattre de politique queer autour d'un vin rouge. Hugo, spectateur bienveillant, écrivit une lettre à Louis, « Tu as brisé le cycle, fiston. L'amour n'efface plus, il guérit. » Pourtant, l'ombre de la trahison planait encore. Un soir d'été 2017, lors d'une rétrospective au Louvre sur l'art homo-érotique, Louis surprit Arthur en conversation animée avec un jeune curateur, regard trop intense, rire complice. La jalousie, ce vieux serpent, se réveilla. « C'est comme Alger, n'est-ce pas? Tu ne peux t'empêcher, » accusa-t-il plus tard, dans leur appartement aux poutres apparentes. Arthur, blessé, rétorqua, « Et toi? Tu me surveilles comme un geôlier. » Laisse-moi respirer, Louis. La dispute dégénéra en cris, objet jeté, Louis s'enfuit dans la nuit, errant jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amoureux tintaient comme des moqueries. Hugo le trouva là, assis sur la rambarde, le visage ruisselant de pluie et de larmes. « Papa. Je deviens comme toi, possessif, hanté. » Hugo s'assit à ses côtés, allumant une cigarette rare vise d'une jeunesse révolue. « Non, fiston. Tu es vivant. La jalousie, c'est la peur de perdre. Affronte-la. » Ils parlèrent jusqu'à l'aube, des peurs d'Hugo, des doutes d'Arthur, de la façon dont l'amour, en France des années 80 au 2010, avait évolué d'un crime à une célébration. « Appelle-le. Dis-lui que tu as peur, pas que tu accuses. » Louis obéit,
composant le numéro d'une cabine publique. Arthur décrocha, voix rauque, je t'attends. Viens, on recommence. Le pardon fut un acte simple, un dîner aux chandelles, où ils brûlèrent symboliquement les lettres de rupture passées. Plus de fantômes, jura Arthur. Louis scella le pacte d'un baiser, profond, sous les lumières tamisées. Leur relation, affinée par les épreuves, devint un havre, voyage en Italie, où ils redécouvraient Michel-Ange, engagement militant pour les droits trans, élargissant leur amour au-delà du personnel. Camille, intégrée, devint leur complice, organisant des dîners familiaux où Hugo racontait des anecdotes d'Alger édulcorées, faisant rire Arthur aux larmes. Mais le vrai chaos vint de l'intérieur. En 2018, Arthur fut diagnostiqué d'un début de sclérose en plaques, une ombre rampante sur leur bonheur. Les premiers symptômes, tremblements aux mains, fatigue chronique, le rendirent vulnérable, inversant les rôles. Louis, désormais galeriste adjoint, devint soignant, massant les doigts crispés d'Arthur après les crises. « Je ne veux pas être un fardeau », murmura Arthur un soir, dans leur lit au drap froissé. Louis, ferme, tu n'es pas un fardeau. Tu es mon amour. Hugo, apprenant la nouvelle, offrit un tableau inédit, un portrait de deux, jeunes, enlacés sous la scène ou une toile qu'il avait peinte en secret des années plus tôt. Pour rappeler que l'amour endure, dit-il en la déballant. Les mois suivants furent une danse délicate avec l'incertitude. Arthur, fier, refusait les aides techniques au début, masquant ses faiblesses sous un humour caustique. Regarde, Louis, je tremble comme un pinceau de Picasso sous coque. Louis riait pour ne pas pleurer, apprenant les protocoles médicaux, négociant avec les assurances françaises ce filet social qui, ironie, avait tant manqué à Hugo en 1985. Claire, pragmatique, transforma un coin de la galerie en bureau accessible. Hugo, plus introspectif, écrivit un mémoire sur l'art et la maladie dans la culture queer, dédié à Arthur. Camille, en école d'infirmière, devint une experte en consultation, apportant une légèreté juvénile. « Papa, si tu continues à râler, je te pique avec une seringue d'humour noir. » Leur intimité évolua, plus tendre, moins fiévreuse. Les nuits, Louis berçait Arthur contre lui, chuchotant des histoires d'amour éternel tirées de Balzac ou de Wilde. « Tu es mon Dorian Gray, mais sans le portrait maudit, » plaisantait-il. Arthur, ému, répondait par des baisers lents, explorant les contours familiers du corps de Louis comme pour ancrer sa mémoire physique. Pourtant, la maladie creusa des failles, des accès de dépression où Arthur s'isolait, accusant le destin de le punir pour ses péchés passés. « J'ai trahi Hugo, négligé Élise. Maintenant, je te vole ta jeunesse », confiait-il lors d'une crise, roulé en boule sur le canapé. Louis, patient, répliquait, « La jeunesse ? C'est éphémère. Toi, tu es mon éternité. » Un voyage en Provence, offert par Hugo pour l'anniversaire d'Arthur, marqua un tournant. Ils louèrent une masse provençale près de Gordes, avec vue sur les champs de lavande ondulants. Là, loin de Paris, ils retrouvèrent une innocence perdue, baignade nue dans une rivière claire, pique-nique où Arthur peignait des aquarelles tremblantes de Louis endormi. Une nuit, sous un ciel lacté, Arthur confessa, « Je t'aime plus que Hugo, tu sais. Parce que avec toi, il n'y a pas de regret, seulement du présent. » Louis, larmes aux yeux, scella l'aveu d'un amour physique doux, leur corps fusionnant comme les collines au loin. De retour, la nouvelle éclata comme un orage. Hugo, lors d'un check-up de routine, fut diagnostiqué d'un cancer de la prostate avancé. Le choc foudroya la famille. « C'est le karma inversé », ironisa Hugo avec son humour noir, mais ses yeux trahissaient la peur. Louis, dévasté, oscilla entre les deux lits d'hôpital, celui d'Arthur pour les IRM neurologiques, celui de son père pour la chimio. Claire, pilier inébranlable, coordonnait tout. Camille organisait des veillées collectives, transformant les couloirs stériles en cocons. « On est une meute queer », disait-elle, distribuant des cookies maison. Le conflit culmina lors d'une nuit d'insomnie. Louis, épuisé, accusa Arthur dans leur appartement, « Si tu n'avais pas réapparu, papa serait peut-être plus fort. Ton amour nous maudit tous. » Arthur, blessé, rétorqua, « Et toi ? Tu m'as choisi. Ne me fais pas porter tes fantômes. » Les mots blessèrent profondément. Louis s'effondra, sanglotant, « J'ai peur de les perdre tous les deux. Toi, papa. C'est trop. » Arthur, malgré sa faiblesse, le releva, l'étreignant, « On affronte ensemble. » Comme toujours. Le lendemain, ils visitèrent Hugo, qui, amaigri mais lucide, les réunit, « Écoutez, mes amours. Ma fin approche, mais la vôtre non. » Arthur,
tu as donné à mon fils ce que je n'ai pas pu, une tendresse sans chaîne. Louis, aime-le sans mesure. Et pardonne-moi d'avoir fui jadis. Hugo s'éteignit paisiblement en mars 2019, entouré des siens. L'enterrement, sous un ciel printanier, fut une célébration, discours vibrant de Claire sur l'héritage queer d'Hugo, lecture de poèmes par Camille, et un duo émouvant où Louis et Arthur chantèrent une reprise acoustique de La vie en rose, voix chevrotantes mêlées. Dans les semaines suivantes, Louis hérita de la galerie, rebaptisée Lemaire et Lumière, exposant des œuvres sur le deuil et la résilience. Arthur, stabilisé par un nouveau traitement, devint son muse, posant pour des portraits où sa vulnérabilité rayonnait comme une force. Leur amour, trempé au feu des pertes, s'approfondit. Ils adoptèrent un chien errant, un bâtard joyeux nommé Echo, symbole de leurs échos personnels. Les dimanches, ils rendaient visite à la tombe d'Hugo au Père-Lachaise, déposant des roses et des croquis. Il nous sourit, là-haut, murmurait Louis, et Arthur hochait la tête, il nous a effacés pour nous recréer. Camille, diplômée, s'installa à Paris, formant un quatuor inséparable. La vie, avec ses rides et ses béquilles, devint un tableau vivant, expositions sold out, dîners animés, et des nuits où l'amour, mature, se muait en une tendresse infinie. Pourtant, une dernière épreuve les attendait. En 2020, la pandémie frappa, cloîtrant Paris dans un silence spectral. Arthur, immunodéprimé, fut confiné strictement, Louis, jonglant entre galeries virtuelles et soins, craqua sous la pression. « On va crever seul », prophétisa-t-il lors d'un appel masqué. Mais la crise forgea leurs liens, cartes postales manuscrites glissées sous la porte, sessions Zoom coquines, et une correspondance épistolaire qui rivalisait avec celle d'Hugo et Arthur jadis. « Tu es mon vaccin contre la peur », écrivait Louis. Arthur répondait, « Et toi, ma respiration ». Quand les restrictions s'allégèrent, leur première sortie fut symbolique, un pique-nique sur les quais de la Seine, là où Hugo avait rêvé jadis. Ils s'embrassèrent sous le pont des Arts, cadenas inutile car leur amour n'avait plus besoin de verrou. Camille les photographia, un cliché qui devint icône familiale, deux hommes enlacés, ridés mais radieux, avec Paris en toile de fond. Les années s'écoulèrent comme les eaux de la Seine, inexorables mais bienveillantes. En 2025, Louis, 30 ans, dirigeait la galerie avec une assurance conquise, exposant des artistes émergents qui capturaient l'âme LGBTQ+ contemporaine, des toiles vibrantes de corps entrelacés, des installations sonores sur les silences familiaux. Arthur, 60 ans passés, avait troqué le pinceau pour la plume, un mémoire autobiographique, effacé pour revivre, qui devint un best-seller discret dans les cercles littéraires parisiens. Écrit avec l'aide de Louis, il disséquait leur histoire sans phare, la trahison d'Alger, le baiser volé des quais, la maladie comme révélateur. L'amour n'efface pas, il réécrit, concluait-il, dédié à Hugo. Camille, mariée à une violoniste rencontrée lors d'un concert, offrit à Arthur et Louis leur premier rôle de grands-parents en 2023, une petite Héloïse, aux yeux verts comme Arthur, qui trottinait maintenant dans la galerie, pointant du doigt les nus avec un câlin innocent. Les dimanches familiaux étaient sacrés, brunch dans le jardin de la villa lyonnaise héritée, où Élise veillait en esprit bienveillant, ses photos ornant les murs. Elle aurait aimé ça, murmurait Arthur, serrant la main de Louis sous la table. Leur couple, usé par le temps mais poli comme un galet de rivière, avait appris l'art du lâcher-prise. Les crises d'Arthur, désormais chroniques, étaient gérées avec humour. Louis avait bricolé une canne sculptée d'un artiste ami, gravée pour marcher dans tes rêves. Les nuits d'amour, espacées mais intenses, se muèrent en rituels, huiles essentielles, massages lents, murmures de gratitude. « Tu m'as sauvé de moi-même », avouait Arthur, et Louis répondait, « Nous nous sommes sauvés mutuellement ». Un soir de novembre 2025, sous une pluie fine rappelant celle de leur première nuit, Louis et Arthur se promenèrent sur les quais, Echo trottinant devant. Paris, illuminé pour Noël, scintillait comme un joyau. 50 ans après la fuite de papa, nous sommes là, nota Louis, serrant le bras d'Arthur. Celui-ci s'arrêta, sortant un petit écrin de sa poche, non une bague trop convenue, mais 2 médailles assorties, gravées interdit mais éternel. Pas un mariage, mais un serment renouvelé, dit-il, passant la chaîne autour du cou de Louis. Ils s'embrassèrent, longuement, indifférents aux passants, le monde réduit à leur bulle. Plus tard, chez eux, devant un feu de cheminée, ils lurent des extraits du livre d'Arthur à Héloïse endormie. Camille, visitant, captura le moment en photo, un cycle bouclé, de la douleur à la plénitude. Hugo, quelque part, souriait. Ainsi, l'histoire d'un garçon chassé pour aimer se muait en légende d'amour triomphant, non sans cicatrices, mais tissé de pardon, de résilience.
Dans la France des Lumières éternelles, où les amours interdits deviennent légende, Louis et Arthur prouvèrent que l'effacement n'est qu'un chapitre, et le baiser, le point final radieux.